يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Cannes 24 consacré à la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition s'intensifie en Côte d'Ivoire, début de la 3e journée de phase de poule aujourd'hui et l'on connaît désormais les deux qualifiés des groupes A et B avec cette grosse surprise dans le groupe A. La Guinée équatoriale qui a humilié le pays hôte, non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 buts à 0 et s'empare de la tête du groupe accompagné du Nigeria. Dans le groupe B, le Cap-Vert, solide leader, qui fait match nul face à l'Égypte, et dans l'autre match, le Ghana qui fait match nul aussi de son côté, qui est officiellement éliminé de la compétition. Il reste encore un seul objectif pour tous les autres groupes, décrocher un ticket pour la suite du tournoi au vu de toutes ces surprises. Est-ce que les nations comme le Cameroun, la Tunisie ou encore l'Algérie pourront sortir de cette phase de poule ou au contraire, elles quitteront la compétition dès le premier tour? C'est ce que nous allons essayer de savoir ce soir avec mes invités. Patrice Baumel, bonjour. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous avoir. Je rappelle, vous êtes l'entraîneur du Mouloudia d'Alger et ex-sélectionneur de plusieurs nations qui aujourd'hui sont à la CAN, dernièrement la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, oui, je suis très heureux d'être parmi vous et de suivre cette compétition incroyable. Incroyable, vous l'avez si bien dit. Des scénarios incroyables, enfin, on va dire que il ne faut pas être cardiaque sur ce genre de match, surtout pour les nations qui jouent leur qualification. On a un ascenseur émotionnel incroyable, vous l'avez si bien dit. On va revenir sur tout cela, bien évidemment. À vos côtés, Mohamed Toueleb, journaliste pour la Gazette du Fennec. Bonsoir Mohamed, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonsoir Sidi Ahmed, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent ce soir. Merci Mohamed. Et bien sûr, l'homme qui faisait peur à tous les défenseurs de sa génération, qui est aujourd'hui notre consultant, Hakim Eddan. Bonsoir. Bonsoir Sidi Ahmed. Merci à vous. Alors, une CAN, messieurs, peut en cacher une autre? Avant de parler football, je voudrais juste revenir sur le championnat d'Afrique des Nations de handball qui se déroule en Égypte, où notre sélection nationale fait un sans faute jusqu'à présent. Ils ont gagné leurs 3 matchs de poule, messieurs. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Notre équipe, le 7 national de Faisal Farouk Dehiri, qui jouera demain son match face au Congo. Et si toutefois ils arrivaient à remporter ce match, ils affronteront encore le Maroc en demi-finale si le Maroc pouvait passer. Donc très vite, on rentre dans le vif du sujet. Patrice Baumel, première question que tout le monde se pose aujourd'hui. Et qui mieux que vous pour nous parler de la Côte d'Ivoire? Vous connaissez le pays, vous connaissez les joueurs, vous connaissez l'ambiance. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est une grosse surprise comme tout le monde? Ou comment on pourrait expliquer cette désillusion aujourd'hui et cette claque prise par les Ivoiriens? Disons que suite au premier match où il y avait ce football un peu festif, j'avais l'impression que les éléphants communiaient avec leurs supporters, avec tout un pays. C'était un premier match où il y avait la fête au pays. J'ai senti qu'il y avait, il y avait la cérémonie, il y avait beaucoup de joie. Et puis j'ai senti les éléphants se crisper petit à petit dans la compétition. Et c'est vrai que pour ce 3e match contre une Guinée équatoriale toujours séduisante et qui ne cesse de progresser, j'ai l'impression de Coupe d'Afrique en Coupe d'Afrique. J'ai pu les jouer à de nombreuses reprises. Je trouve que cette équipe nationale de Guinée équatoriale fait partie des équipes les plus séduisantes dans beaucoup de domaines. Et au final, j'ai envie de dire, est-ce que c'est une surprise que la Côte d'Ivoire ne soit pas au niveau ce soir? Ou est-ce que la Guinée équatoriale suit son chemin? Au-delà du match d'aujourd'hui, moi je voudrais parler, parce que vous connaissez très bien, vous connaissez les joueurs, vous les avez côtoyés, vous avez fait 2 passages, je rappelle, en Côte d'Ivoire avec les éléphants, un comme adjoint et un comme principal. Vous nous avez joué en 2022 lors de la dernière édition, vous avez gagné contre l'Algérie 3-1. Donc personne ne connaît mieux que vous cette équipe de Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais comment on peut expliquer un tel désastre? Surtout qu'il y avait une grosse attente de la part du public. Après, je rappelle que la Côte d'Ivoire reste en course, surtout grâce au résultat du Ghana, qui est éliminé officiellement. Donc, comment on peut
aujourd'hui qualifier cet échec de la Côte d'Ivoire? L'impression que j'ai depuis 2 ans, après je suis plus dans les vestiaires, donc c'est toujours là je prends du recul, je me mets juste en observateur. J'ai l'impression que c'est une équipe qui n'a pas de 11 de départ encore, qui se cherche un peu. Et je trouve que pour des compétitions majeures comme une Coupe d'Afrique des Nations, c'est toujours une compétition très très dure et longue, je pense qu'il faut avoir quelques certitudes sur son 11 de départ et sur les rentrants. Et j'ai l'impression qu'il y a souvent beaucoup de changements. Et je trouve que cette équipe manque de fluidité, se crispe un peu, se cherche un petit peu. Par contre, voilà, si elle passe, le plus dur, c'est de sortir des poules. Ouais, exactement. Parce qu'après, c'est une autre compétition qui débute. Lorsqu'on joue au pays, on a cette chape de plomb de se dire il faut à tout prix sortir des poules, sinon c'est un désastre pour la nation. Donc j'espère qu'ils vont sortir et j'espère qu'ils vont pouvoir se libérer un petit peu parce que je connais parfaitement tous les joueurs. Mentalement aussi? Ouais, c'est un tout et j'ai envie de vous dire, si ils arrivent à se libérer, on verra un autre visage des éléphants, ça c'est sûr. C'est tout le mal qu'on souhaite au pays hôte, parce qu'une CAN sans pays hôte, franchement, elle perd un peu de son charme, Hakim Medjan. Oui, surtout Sid Ahmed, un fait qui est essentiel, je pense en 1984 aussi, ils ont perdu 2 matchs. Quand ils ont organisé la Coupe d'Afrique. Ils ont perdu un match contre l'Égypte et un match contre le Cameroun. Est-ce que pour vous, il y a cet aspect crispant de le fait de jouer à domicile, qu'il y ait une charge supplémentaire sur les joueurs? Le public, on le sait, le public ivoirien est connaisseur, il aime le football, il attend beaucoup de cette équipe-là. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure avec Patrice. Je pense que moi, j'ai pas trouvé de la folie dans cette équipe. C'est tellement carré que d'habitude, surtout quand les Ivoiriens, ils ont toujours eu des joueurs qui font le spectacle. Et là, on voit une équipe timorée. Je pense qu'ils sont bien en place. Ils ne prennent pas beaucoup de risques. Je pense que le premier match, ils ont gagné, mais on peut dire qu'ils ont gagné, mais sans la manière. Et le deuxième match, ils sont passés totalement à côté contre le Nigeria. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une humiliation pour une nation comme la Côte d'Ivoire de prendre 4 buts à domicile. C'est vraiment très, très, très décevant de leur part. Même s'il leur reste encore une chance. Il reste en stand-by. Mais Sid Ahmed, quand même, c'est un coup de massue pour une nation de football, pour une nation de football comme les Ivoiriens qui adorent le foot, qui adorent leur sélection. Mohamed Touaileb, je me tourne vers vous. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit le leader de cette poule, je pense qu'au début du tournoi, personne n'aurait mis une pièce sur la Guinée équatoriale. Et pourtant, comme l'a dit Patrice Baumel, c'est une nation qui ne cesse de progresser. On l'a vu, c'est la Guinée équatoriale qui avait mis fin à notre série d'invincibilité en 2022. Et aujourd'hui, ils ont des joueurs talentueux, à l'image du buteur de la CAN, Nsoué, qui est aujourd'hui à 5 buts. Donc, comment on peut expliquer une montée en puissance comme ça d'une nation qui est novice, je dirais, en Afrique? Voilà, je pense que la Guinée équatoriale, ils ont fait une bonne entente déjà face au Nigeria. Après, ce match, je pense qu'il a été comme il les a stimulés pour la suite du premier tour. Après, ils ont atomisé. D'ailleurs, c'est la nation qui marque le plus de buts. Ils ont atomisé la Guinée-Bissau. Ils ont eu la chance de jouer la Guinée-Bissau en deuxième match pour faire le plein. Après, le troisième match face à la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ont déroulé comme personne ne s'attendait. Mais il y a un fait à relever quand même chez la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils n'ont plus vraiment un grand attaquant parce qu'ils ont marqué que 2 buts dans cette phase de poule. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Tu passes d'un Drogba à une attaque qui a du mal à marquer contre la Guinée équatoriale. C'était un fait à relever quand même. Tout à fait. Après, je rappelle qu'aujourd'hui, sur les 24 nations qui participent à la CAN, 6 seulement seront éliminées. Donc, Patrice, ça devient un peu plus facile aujourd'hui pour se qualifier et ça donne plus de... On a vu des nations, par les éditions passées, se qualifier avec 3 points et aller en finale, aller au bout. Le Sénégal avait très mal débuté en 2022 et ils sont allés au bout et ils l'ont remporté. Donc aujourd'hui, on pense un peu que la cartographie du football africain et de la CAN a changé, c'est avec cette nouvelle formule. Oui, ça donne beaucoup plus de possibilités. Après, lorsqu'on regarde, on finit moins bon 3e, on va rencontrer un meilleur premier. Et déjà en 8e de finale, c'est des matchs couperés contre des grosses nations aussi. Je n'ai pas encore regardé comment la Côte d'Ivoire pourrait sortir, si elle sort, mais ça peut être du Sénégal, peut-être du Maroc s'ils finissent premier ou autre. C'est des finales avant l'heure. C'est le groupe F. C'est encore beaucoup et de le groupe pression. C, ça pourrait être le Sénégal. Exactement, mais pour revenir juste à la Guinée équatoriale, ils ont organisé 2 compétitions chez eux.
La Guinée avait organisé en 2012 et 2015, me semble-t-il. Oui, 2015. Et j'ai l'impression qu'ils ont quand même bénéficié de ça et que depuis, c'est un groupe qui se connaît parfaitement. J'ai écouté quelques interviews des joueurs, ils travaillent ensemble depuis 5 ans, certains. Et donc, c'est encore un travail de continuité, un travail où ils ont tous l'habitude de travailler en Afrique. Et là, c'est encore un message, c'est de faire passer, c'est-à-dire que souvent les binationaux qui arrivent, on voit en Côte d'Ivoire, Bamba qui vient juste d'arriver, Oui. Fofana qui vient juste d'arriver, le gardien aussi Fofana, donc ce sont des joueurs qui découvrent un petit peu la spécificité de ce football africain, surtout aujourd'hui avec beaucoup de chaleur, d'humidité, de Oui, pression. des conditions climatiques un et peu... de football total. Au final, ce que j'aime moi, dans cette Coupe d'Afrique, c'est que ça court partout, ça presse partout, il y a de l'impact, c'est ce qu'on aime. On met beaucoup d'énergie aujourd'hui en Afrique Voilà. lors des matchs et on le voit. D'ailleurs, sur cette édition, le niveau, il est très relevé. Oui. On voit de beaux matchs. Oui, parce que les équipes nationales, on va dire, on pense toujours de seconde série, elles y mettent du cœur, elles sont engagées, elles y croient. Et ça donne des matchs très serrés et puis du football un petit peu tourné vers l'avant où ils osent, ils essaient. Un football total régal. Et c'est ce que j'aime au final et bravo à ces nations qu'on considère toujours comme petites nations, mais il n'y en a plus de petites. Alors, justement, merci pour la transition. Vous me tentez la perche. Hakim, c'est une question à tout le monde, c'est un débat ouvert, tout le monde peut participer. Il vient de si bien le dire, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Moi, je voudrais juste prendre la question sous un autre angle. Pourquoi les grosses nations aujourd'hui, les gros calibres africains, trouvent des difficultés, justement? On le voit à l'image du Cameroun, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, qui est le match qui vient de se terminer, Hakim. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que cette cartographie du football est inversée? Eh bien, Sid Ahmed, les Africains travaillent beaucoup. C'est le travail pour vous? Ben oui, c'est des nations qui progressent. Quand on prend je vais citer un exemple de la Guinée équatorienne. Ils ont organisé 2 événements. Ils étaient en demi-finale et la fois passée au Cameroun, ils étaient au 8e. Je pense qu'ils sont arrivés au 8e. Quart de finale. En quart de finale. Ils ont battu le Mali Voilà. en 8e de finale au tir au but. Ils se sont fait éliminer par le tenant du titre, par le Sénégal, en quart de finale. Et on voit la majorité de ces nations, ils bossent bien, ils ont des bons staffs, ils ont de bons joueurs. Et pour moi, il y a pas. On a vu avec l'Angola. Moi, je pense dans cette édition, on aura une surprise. Une surprise, c'est outsider. les gens les lusophones. Je pense les colonies l'Angola, portugaises. le Cap-Vert. Je pense que c'est des nations aussi qui font de bonnes prestations. Mais pour rajouter aussi la qualité du jeu, revient aussi à la qualité des pelouses. Il ne faut pas oublier ça par rapport à l'édition passée, où les joueurs ne pouvaient pas développer, ni les nations ne pouvaient développer du beau football. Or, cette fois-ci, on avait presque de très très beaux terrains. Et ça donne aussi une bonne image du football africain. Ça permet de mieux pratiquer le football. De mieux pratiquer et de mieux jouer. Exactement. Alors, messieurs, je vais me projeter sur le groupe B. Les matchs viennent de se terminer. Des scénarios Hitchcockiens. Il faut ascenseur émotionnel de malade. Il ne faut pas être cardiaque sur ce genre de match. Alors, aujourd'hui, l'Égypte, le match du Ghana relance complètement le ticket pour le meilleur troisième. C'est-à-dire que le Ghana, avec 2 points éliminés d'office, ça relance la Côte d'Ivoire aussi, qui peut prétendre à se qualifier avec 3 points. Donc, aujourd'hui, quand on voit les matchs, Patrice, on se dit que l'Égypte a très mal débuté. Pourtant, ils étaient donnés comme favoris. Quand on voit la qualité de joueurs qu'ils ont aujourd'hui, c'est un peu comme à l'image de notre équipe nationale, de l'Algérie. Mais ça ne prend pas, ça n'arrive pas à prendre sur qu'est-ce qui fait que, à votre avis? Je pense que pour démarrer une compétition comme la Coupe d'Afrique, il faut une fraîcheur mentale, il faut beaucoup de fraîcheur. Et j'ai l'impression que toutes ces équipes, si on prend l'Égypte, ce sont des équipes, beaucoup de joueurs viennent d'Al-Ahly, du Zamalek, Pyramide et autres, et ils sont sollicités par le championnat, par les Champions League africaines, par beaucoup de matchs. Et c'est une question, hein, c'est peut-être un débat qu'on peut soulever, c'est est-ce qu'au final, pour arriver au mois de janvier dans une Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu de fraîcheur, en plus physique, mais mentale, pour démarrer ces matchs, parce que tous les matchs sont difficiles. On le voit ce soir, ils sont menés au score, ils reviennent, ils mènent au score et puis se font rattraper par ce séduisant Cap-Vert, encore une fois, 2-2.
Idem pour le Ghana qui mène 2-0 et qui se fait toutes ces équipes qui me donnent beaucoup de satisfaction collectivement. Et beaucoup de plaisir aussi à regarder. Exactement. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, messieurs. Mohamed, je me tourne vers vous. Ce que j'ai aimé sur cette troisième journée, sur ce groupe, c'est que même étant éliminés, les équipes jouent le jeu. Bien sûr. Et vont à fond. Ils sont dans l'intégrité totale, absolue. Même s'ils n'ont rien à perdre, ils veulent aller au bout de ce qu'ils ont commencé. Et je trouve ça admirable de la part du Mozambique ou même du Cap-Vert qui était qualifié et assuré d'être premier du groupe. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est important de donner une image à cette compétition et au continent en général. Mohamed, qu'est-ce que vous en pensez? C'est important parce que quand tu vas à la Côte d'Ivoire, ils ont joué le Cap-Vert, pardon, ils ont joué le match qu'il fallait jouer face à une Égypte qui cherchait les 3 points. Ils ont joué jusqu'à la dernière minute pour égaliser dans le temps additionnel. Ils ont joué le jeu et fait en sorte que l'intégrité sportive et tout soit respectée. Clairement, mais c'est ce qu'on aime dans le football. C'est vraiment parce que on en discutait, on regardait le match en coulisses. On se disait qu'avant de rentrer sur le plateau, l'Égypte menait 2-1. On rentre sur le plateau, on nous dit que le Cap-Vert a égalisé. Donc, c'est ce qui fait tout le charme du football, finalement. Donc, on a le classement aujourd'hui de ce groupe B. Le Cap-Vert, solide leader. Et personne, encore une fois, comme pour la Guinée équatoriale, au début des pronostics, personne n'aurait misé 1 centime sur le Cap-Vert, ce leader de ce groupe B, en présence du Ghana et de l'Égypte. Donc, c'est 2 gros ténors du continent. Je pense que, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, Patrice Baumel, c'est une CAN ouverte et on pourrait avoir des outsiders qui joueront les troubles faits par rapport et vis-à-vis d'autres nations, soi-disant grosses du continent. Bien sûr, mais encore une fois, le Cap-Vert, on regarde un petit peu en arrière, ils ont été numéro 1 africain il y a quelques années, toujours difficile à manœuvrer d'aller jouer à Praia là-bas, un football très physique mais également très tourné vers l'offensive, des Ryan Mendes que j'ai pu avoir à Lille à l'époque, qui arrive à maturité aujourd'hui, c'est le capitaine. Et c'est une équipe toujours difficile à jouer. Si on regarde, c'est des outsiders, mais toujours tenaces, qui ne lâchent rien, qui sont souvent présents dans ces compétitions. Et au final, ce n'est pas forcément une surprise. Exactement. Et en plus, oui, Mohamed, allez-y. En plus, Sid Ahmed, c'est que ce qu'on doit prendre en considération aussi, les équipes qui vont se qualifier, ils vont en donner un autre visage à partir des huitièmes de finale. Parce que les matchs de poule et les matchs à élimination directe, c'est une autre compétition. C'est une autre compétition qui va débuter surtout pour les gros. Oui, Mohamed. Il y a un fait à relever quand même. Il y a des équipes qui progressent, il y a des équipes qui ont la courbe en baisse, comme le Ghana qui se font éliminer pour la deuxième fois de la Coupe d'Afrique des Nations dès le premier tour. Je pense qu'au Ghana, c'est vécu comme un drame. Clairement, pour une nation de football qui ont connu des moments forts, des moments de joie, ils sont allés en demi-finale de Coupe du Monde. Je pense que c'est une équipe vieillissante. Exactement. Les Ayou. Voilà, c'est André. Jordan et André Ayou. Voilà, Jordan. Mais je pense que c'est un pays qui a un réservoir de joueurs incroyable. Le Ghana, il y a toujours des top joueurs. Je pense qu'ils ont besoin de stabilité. Parce qu'encore une fois, c'est une nation qui fait l'ascenseur. En fait, le Ghana, il rate une CAN sur 2. Oui, mais ils se qualifient pour des Coupes du Monde derrière. Donc on dit ils sont pas bien, puis ils se qualifient. Donc je pense qu'il faut qu'ils travaillent dans la durée, dans la continuité. Et c'est vraiment triste pour cette nation parce que c'est un réservoir de joueurs incroyable. Ouais. Oui, entre 2010 et 2010, il faut soulever quand même que le Ghana fait 3 demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations, ce qui n'est pas rien. Donc oui, c'est pour ça que je dis c'est une grosse nation qui a l'habitude des grands rendez-vous. Ils sont clairement dans une déception immense, je pense, du côté dans une courbe très, très alarmante. Pour moi, le Ghana, c'est vrai qu'ils pourront se régénérer, mais voilà, il y a Alors, du potentiel. on me dit qu'on a notre envoyé spécial en direct de Bouaké, Salah Faisal. Je ne sais pas s'il est avec nous. On va peut-être le... Oui, il est avec nous. Salah Faisal, bonsoir. Bonsoir Sid Ahmed. Alors Faisal, comment se présente l'équipe algérienne, vous qui êtes sur place à Bouaké? Quels sont
les derniers réglages? Est-ce que l'équipe s'est entraînée? Est-ce que vous avez des informations sur la composition qui pourrait être mise en place, le 11 type de Djamel Belmadi pour demain? Rappelons que c'est un match capital face à la Mauritanie. Et quand on voit aujourd'hui les surprises qu'il y a, il va falloir faire très attention, Salah. Mais écoute, certainement, c'est la canne des surprises. On voyait le Cap-Vert, ce qu'il y avait le Cap-Vert, le groupe de la Côte d'Ivoire avec la Guinée équatoriale, leader au début. Et après, il y a le match du Nigeria. On a vu aussi ce qui s'est passé avec la Tunisie qui a perdu son match face à la Namibie. Je pense qu'aujourd'hui, le match, la troisième journée, le match de l'Algérie, un match, on va dire, capital et décisif pour le reste de la pour les Fennecs. On est dans l'obligation de gagner, mais après les résultats d'aujourd'hui, un match nul pourrait aussi nous qualifier au prochain tour. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et par rapport aux Verts, ils ont effectué leur dernier entraînement aujourd'hui à 17h30 au lycée classique ici à Bouaké. Ismaël Benasser n'a pas participé à l'entraînement. Il a une blessure aux adducteurs parce qu'il pourra rejoindre le groupe à partir du tour prochain. Amoura, qu'on était un peu inquiet parce que quand il est sorti du deuxième match, on voyait le pépin là, à l'épaule. Et Amoura, il s'est entraîné le plus normalement possible. On a vu Belmadi très attaché avec Houssam Aouar. Il était avec lui lors de la conférence, mais quand on était à l'entraînement, ils se sont pas quittés, les deux hommes. On a vu Belmadi donner plein de consignes à Houssam Aouar. 15 minutes d'entraînement ouvert à la presse, mais on a vu Houssam Aouar coller à Djamel Belmadi. On a vu aussi Belaïli, on a vu Bagdad Bounedjah. Maintenant, il y a le poste de l'axial qui peut remplacer Rami Ben Sebaini. On parle éventuellement de Tougaï qui joue pratiquement au même poste avec l'Espérance. Il y a aussi Touba qui peut faire aussi le boulot. Et Belid, un peu moins parce qu'avec l'USM Alger, Belid il joue beaucoup plus sur le côté de Issa Mandi. Donc pour le moment, le 11 probable de Belmadi, Mondrea, on peut dire que c'est indiscutable. On parle de Tougaï et Tougaï et Mandi, Rami absent. À gauche, on aura certainement Raïn et Nouri. À droite, Atal. Moi, je pense que Nabil Bentaleb, c'est une valeur sûre. Il va jouer, il va assurer le côté défensif, donc le sentinelle. Et pour les deux restes, Houssam Aouar, vu que il y a cette connexion entre lui et Belmadi ces deux derniers jours, je pense que Houssam Aouar doit être titulaire. Et juste à côté, parce qu'on joue la Mauritanie, parce qu'on veut gagner, peut-être on va opter pour Chaibi, faire Chaibi. Et sur le trio d'attaque, je pense qu'il ne va pas changer. Belaïli, Bounedjah, c'est la connexion orannaise qui marche à merveille. Et aussi, à droite, il faut le dire, que Riyad Mahrez, c'est une valeur sûre pour Djamel Belmadi. Il peut changer n'importe quel match, à n'importe quel moment. Il a la capacité pour. C'est vrai qu'on n'a pas vu un grand Mahrez, mais à n'importe quel moment, Mahrez peut changer ça sur un coup franc ou sur une balle arrêtée, sur une action, sur une passe. Riyad Mahrez, c'est une star mondiale. Pour l'Algérie, Mahrez, c'est comme Messi. Moi, je vous le dis, une fois que on voit l'équipe algérienne avec le comportement des joueurs avec Riyad Mahrez sur le terrain, vous le voyez pas peut-être à la télé, mais ils sont confiants. Le capitaine est là parce que c'est lui qui le représente, soit avec l'arbitre, soit dans le match avec l'équipe adverse. Donc, Riyad Mahrez, pour eux, c'est une valeur sûre. C'est lui le capitaine, c'est lui le leader technique de cette équipe nationale. Il joue en fait le rondement, il est un peu moins, mais Riyad Mahrez l'a dit à la presse qu'il va revenir et peut-être qu'il va marquer lors de ce troisième match. C'est tout ce qu'on espère, Salah Faisal. Merci beaucoup pour votre intervention. Bon match pour demain et on espère qu'on reviendra vous voir avec la victoire au bout. Sid Ahmed. Oui, allez-y. Sid Ahmed. Alors avec moi aujourd'hui le journaliste de 11 mondial Abdelkader Aouati qui va nous parler un petit peu des statistiques parce que quand on parle de l'Algérie, c'est l'équipe qui a plus de possession, qui a procuré corner. Donc on peut dire que l'équipe algérienne est forte lors de cette CAN. Oui, exactement. Elle a beaucoup de possession. Comme on l'avait dit aussi, c'est l'équipe qui tire le plus et a aussi la meilleure possession dans cette compétition. Ce qui manque, malheureusement, c'est le dernier geste. Alors, on a posé la question à Djamel Belmadi lors de la première conférence de presse pré-match contre le Burkina Faso. Il nous avait dit que ce qui l'inquiétait le plus, c'était si son équipe n'avait pas assez d'animation de jeu et pas forcément la finition. Tant qu'il y avait de l'animation de jeu, on va dire que la finition, ça restait à travailler, mais que c'était pas le plus inquiétant. Donc on a retrouvé un Belmadi aujourd'hui qui a été vraiment rassurant en conférence de presse. On ne l'a pas vu sous pression, ni lui ni Houssam Aouar. Il faut savoir que
l'équipe d'Algérie face au Burkina Faso, c'est la première fois sous le mandat de Jamel Belmadi que les joueurs algériens reviennent par 2 fois lors d'une partie. Ça a été le cas seulement 4 fois sur les 10 dernières années. Donc voilà, Jamel Belmadi a souligné justement ce ressort psychologique que la sélection algérienne a on va dire, désamorcé lors de ce match du Burkina Faso. Et on a aussi entendu Houssam Aouar qui nous a vraiment Merci beaucoup, Salah Faisal. Résultats qui ne suivent pas. Salah Faisal, ouais, la connexion est mauvaise. On me dit que la connexion est mauvaise. Merci encore une fois à notre envoyé spécial, Salah Faisal, à partir de Bouaké. Messieurs, l'heure est à l'optimisme du côté algérien. On va basculer, on va passer sur ce match Algérie-Mauritanie, capital, décisif. Alors, première question, dans quel état d'esprit? Parce qu'on le sait, il y a des matchs nuls qui sont pas bons à prendre. Mais il y en a d'autres, en revanche, qui vous maintiennent en vie. Ce fut le cas, celui face au Burkina Faso. On revient à la toute dernière minute dans le temps additionnel. Et ça a pour but de galvaniser un groupe en vue des prochains matchs, Hakim Meddan. Oui, effectivement, c'est un match nul, mais avec un goût d'une victoire, parce qu'on revient 2 fois au score. On est mené, on prend un but juste avant la mi-temps. C'est un but vraiment... Tu domines le match et tu rentres au vestiaire avec... en étant mené. En étant mené. Heureusement qu'on est revenu juste après. Et sur le deuxième but aussi sur penalty, on revient. Mais je pense que dans ces 2 matchs, mon analyse sur les 2 matchs, c'est qu'on n'a pas profité des bons moments. Des temps forts. Des temps forts de notre sélection. Tout à fait. Par contre, les temps faibles, on les a payés cash. On a été punis. En fait, offensivement, Hakim, ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas assez tueur. Quand on a les occasions, on ne les met pas au fond, contrairement aux adversaires. Ben oui, c'est ça, qu'on n'a pas eu. On a eu des occasions. La première mi-temps, moi je pense que la première mi-temps contre l'Angola, c'est l'une des meilleures que j'ai vues sous l'ère Belmadi. Très, je pense que c'était le top. Maintenant, mais on ne profite pas de nos bons moments. Oui. De nos bons moments, toujours on les trouve... temps forts, on n'arrive pas des temps forts, être voilà, les temps forts, et on est puni dans les... Et il y a dans l'autre sens, coach, je me retourne vers vous, vous qui êtes aujourd'hui sur le terrain, vous connaissez mieux que personne ces aspects-là. Quand sur votre temps faible, vous n'arrivez pas à gérer la profondeur, vous prenez... C'est vrai qu'on ne marque pas beaucoup de buts, mais sur 2 matchs quand même, on se prend 3 buts. Et pour une nation qui veut aller loin dans la compétition, l'assise défensive, elle est importante quand même. Oui, mais encore une fois, j'ai trouvé une Algérie séduisante offensivement. Et le football est fait aussi d'erreurs. Quand on prend des buts, c'est un adversaire aussi qui joue les coups à fond. Le Burkina Faso fait partie pour moi des équipes qui sont susceptibles d'aller très loin dans la compétition. Très costaud. Exactement. Ils jouaient à domicile quasiment parce qu'à Bouaké, c'est à 1 heure et quelques du Burkina. Il faisait très chaud, très humide. Et je savais que les Fennecs craignaient ce match à 14h. Et j'ai trouvé que l'Algérie a très bien fini le match. Mentalement, ils n'ont jamais baissé les bras. C'était difficile d'être mené à chaque fois. Et physiquement, ils ont tenu le coup aussi. J'ai trouvé qu'ils finissaient bien. Et j'avais peur, moi, lorsque j'ai vu cette chaleur, les organismes un petit peu, je voyais à la télé les visages tirés. Ouais. J'ai trouvé qu'ils se finissaient bien. Et lorsqu'il marque le deuxième but, Bounedjah, il a fait un sprint de 100 mètres. Les données GPS ont dû exploser. Exactement. Mais au-delà de ça, je pense qu'il manque ce petit déclic qui ferait du bien parce qu'il y a aussi ce facteur psychologique. Tout le monde en parle à Alger, j'en discute, c'est de se dire on est en train de faire le même scénario que 2022. Mais je trouve que ce 2-2 là a fait beaucoup de bien psychologiquement. Donc je suis assez confiant. Et optimiste pour la suite. Optimiste et c'est une équipe qui est programmée, je l'espère, mais qui est programmée pour aller loin. Et un petit mot pour Youssef Belaïli qui je le trouve affûté, je le trouve heureux. Il vous manque pas un peu au Mouloudia ? Si, il nous manque, mais je suis fier parce que je pense que le Mouloudia l'a aussi aidé à être prêt pour cette CAN. Au-delà du travail qui a été fait par après l'équipe nationale, mais je suis très heureux de le voir, je l'ai au téléphone, il est vraiment heureux, il nous suit à distance, mais je trouve qu'il apporte ce football offensif. Vous sentez qu'il est épanoui ? Je le sens épanoui, heureux, il veut faire les choses bien. Il tente des choses, ce qu'il fait avec nous, on le retrouve en sélection. Ouais. C'est un joueur offensivement qui est séduisant parce qu'il tente des choses. Il a toujours ce petit quelque chose. C'est un top joueur, je suis très heureux. Mohamed, avant de revenir vers vous, on me dit qu'on a avec nous Ma'amar Djebbour au téléphone à partir de Bouaké. Ma'amar Djebbour, bonsoir. Bonsoir Sid Ahmed, bonsoir également à vos invités.
Merci, toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, première question, je vais demander comment ça se passe, comment vous allez du côté de Bouaké. Ça va, il fait pas très chaud? Non, il a fait chaud l'après-midi, il faisait 34-35 degrés avec une humidité, il faisait humide. Mais bon, c'est supportable. Très bien. Donc, alors, Mamar, je vais rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Question. Nous n'avons pas gagné depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes sur 5 matchs en CAN, aucune victoire. Est-ce que pour vous, dans l'état d'esprit, ce match nul peut avoir son pesant sur le match face à la Mauritanie où on créerait ce déclic pour vraiment lancer notre compétition? Alors, c'est bien de rappeler qu'on n'a pas gagné depuis 4 matchs, mais dans le même temps, entre la dernière Coupe d'Afrique des Nations et celle-là, il y a eu l'année 2023 où l'Algérie est restée invaincue et elle est toujours invaincue. Et je parle des compétitions officielles, Mamar. Je parle de la compétition officielle. Non, ça je l'ai compris. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, l'équipe a montré des ressources sur le plan mental pour revenir, alors que, rappelons-le, sur les 2 matchs, vous les prenez peut-être plus le deuxième match. On va rester sur le deuxième match, celui du Burkina Faso. Les Burkinabés marquent contre le cours du jeu. Ils n'ont qu'une seule action. On le rappelle, et ils marquent. Ça, c'est un premier point sur une position d'hors-jeu où le but, l'arbitre a eu raison de le valider. Il faut le rappeler. Oui, oui. Et puis, on arrive à revenir à l'entame de la seconde mi-temps. Et également, sur une erreur bis repetita, tout comme contre l'Angola, on prend Aït Nouri, fait une erreur comme Bentaleb, et c'est un penalty. La VAR également, et il y avait penalty. Et on arrive dans le temps additionnel à revenir à 2 buts partout. Donc, sur le plan mental, l'équipe a été très forte. Et d'autant plus que la VAR, sur les 2 matchs, et ça, il faut le souligner, a été contre notre équipe nationale. Pourquoi? Sur les 2 matchs, on est revenu à la VAR pour accorder les buts à l'équipe adverse. Or, à l'entame du match, à la 11e minute de jeu, regardez l'action, Boundiah est ceinturé dans la surface de réparation, et là, personne, l'arbitre, la VAR n'appelle pas l'arbitre et ne dit absolument rien, alors qu'il y avait au moins sur cette action penalty. Vous faites bien de le dire, Mohamed Jabour, parce que je rappelle que pour moi personnellement, c'est la seule action litigieuse où il pouvait y avoir pénalty. Parce que sur les 2 autres, la réglementation a changé, la FIFA a un nouveau board qui dit que si ça touche une autre partie du corps avant la main, il n'y a pas pénalty. La position des mains sur les 2, que ce soit Amora ou Ounes, était naturelle. Donc pour moi, c'est la seule vraie sur cette question, il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que vous avez M. Baumel qui est à côté de vous. Quand vous avez un penalty à la 11e minute de jeu et vous menez au score, ça vous change complètement le cours du match. Bien sûr. Donc vous êtes dans d'autres dispositions. Or là, vous avez tout est contre vous et vous arrivez à revenir. Je pense que c'est excellent pour le mental. D'autant plus qu'on n'est plus dans la même configuration de 2022. 2022, on affrontait la Côte d'Ivoire de Baumel qui était sur une forme ascendante, alors que nous, il y avait eu cet arrêt devant la Guinée équatoriale qui nous avait battu 1-0 et je pense que cette défaite avait fait très mal, sans enlever le mérite à l'équipe de Côte d'Ivoire des éléphants, qu'avec des joueurs de talent, avec une équipe où il y avait vraiment du talent, eh bien, nous avait battu 3-1. Donc aujourd'hui, on est sur une toute autre configuration. Et puis, il y a moi je pense, vous savez, je prends toujours comme exemple l'Italie de 82, qui avait complètement raté sa première partie de tournoi, et à la fin, vous connaissez la suite. Donc, peut-être qu'on va avoir demain une autre équipe d'Algérie face à la Mauritanie, 3e participation, et qui n'a jamais gagné un match en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et qui n'a jamais battu l'Algérie. Justement, Mohamed Jabour, vous étiez en conférence de presse. Je terminerai par cette question. Est-ce que pour vous, Djamel Belmadi va prendre le risque de changer un peu son système, son animation, ou il va garder le même dispositif avec des joueurs différents? Est-ce qu'on pourrait voir un Houssam Aouar débuter la rencontre, Amora qui a été excellent lors de sa rentrée? Donc est-ce que pour vous, il garde le même schéma de jeu ou est-ce qu'il va opter pour du changement? Moi, pour moi, alors maintenant, si vous parlez de Houssam Aouar, je pense qu'il sera titularisé demain aux côtés de Bentaleb et on devrait retrouver Zerouki. Mais dans le même temps, là où le bas blesse, c'est sur le côté droit de l'équipe nationale. Si vous prenez le compte rendu des matchs, les stats des matchs, vous avez 0 attaque sur le côté droit lors du 2e match contre le Burkina Faso. Vous n'avez que 7% d'attaque lors du 1er match, toujours sur ce côté droit qui est devenu
notre point faible, pour ainsi dire, sur le jeu d'attaque. Alors à partir de là, vous l'avez vu, tout le jeu de l'équipe nationale balance à gauche. Or, on l'a vu contre le Burkina Faso, quand Admounès est rentré, eh bien, ça a rééquilibré le jeu avec des attaques qui se développaient à droite et sur le côté gauche. Belaïli, il a tenu son rang, il faut le dire. Il a été passeur décisif. Il a apporté de la percussion. Par son jeu de passe également, il a fait beaucoup de bien. Quand Amoura est rentré, lui est rentré dans le cœur du jeu. Eh bien, pour ainsi dire, il y a cette possibilité également de voir Amoura rentrer d'entrée, ou peut-être qu'il va préférer le préserver, le faire rentrer en seconde mi-temps. Ce qui est sûr, c'est que la qualité de joueurs, la qualité également milieu de terrain, et là je pense que ça fera la différence. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que Ben Sebaini sera absent et sera remplacé par Tougaï au niveau de l'axe central. La défense ne bougera pas. Je pense qu'au milieu et en attaque, il devrait y avoir des changements. Merci beaucoup, Mohamed Jabour, pour toutes ces analyses. On se retrouve demain, Inch'Allah, on l'espère, avec au bout une victoire de notre équipe nationale et une qualification en 8e de finale. Merci beaucoup, Mohamed Jabour. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Alors, messieurs, on se penche directement sur ce match. Mohamed, vous l'avez entendu, Aouar pourrait débuter comme titulaire demain. Est-ce que Jamel Belmadi va le mettre au milieu de terrain avec un milieu à 3 et garder les deux joueurs à la récupération, Zaloukaya Bentaleb, ou est-ce que pour vous, ça va être une toute autre configuration et il sera sur le côté? Je pense que l'idée de jouer avec deux pivots a bien fonctionné face au Burkina Faso. On s'est montré un peu plus solide dans l'entrejeu avec deux joueurs comme Zerouri et Bentaleb, avec Zerouri qui a été très discipliné sur le plan tactique. Qui a été bon sur le match. Oui, il a fait un bon match. Il était très bon, comme d'habitude. Comme sur les derniers matchs, parce qu'il a franchi un palier carrément, que ce soit avec le club ou avec les sélections. Et là, il y a Aouar qui doit être incorporé dans l'entrejeu, peut-être pour jouer le rôle de Farouli face au Burkina Faso. Il a assisté aujourd'hui à la conférence de presse. Belmadi doit lui faire confiance pour une fois, parce que depuis qu'il est venu, il n'a pas complètement intégré comme les autres joueurs. Ça a mis du temps pour lui donner des opportunités pour jouer et tout. Il a joué face au Cap-Vert, il a planté un doublé, mais c'était dans un schéma assez offensif. Donc on va voir comment se passeront les choses pour Houssam Aouar demain. Merci beaucoup pour la transition. Houssam Aouar qui était en conférence de presse. Nous allons écouter Houssam Aouar avant de revenir sur le plateau. Bonjour à tous, salam alaikum. L'état d'esprit est très simple. On sait que c'est un match à enjeu. On en a conscience. De toute façon, quand on porte ce maillot, tous les matchs sont importants et avec beaucoup de pression. Mais nous, on a l'habitude, et comme l'a dit le coach, on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation. Mais en tout cas, mentalement, il va falloir être prêt. J'ai pas joué la dernière rencontre, mais ça c'est simplement un fait. Et bien sûr que je suis prêt. Je pense que quand on est dans une sélection pareille, on se doit de se tenir prêt à tout moment pour aider l'équipe, que ce soit en sortie de banc ou bien directement. Donc voilà, donc franchement, il n'y a pas de doute sur ça. On est tous bien préparés, que ce soit à l'entraînement, ceux qui jouent le plus, ceux qui jouent un peu moins. Et demain, Inch'Allah, on sera tous prêts. On l'espère que demain, tous les joueurs seront prêts. Il l'a dit, c'est un groupe, même s'il n'a pas joué sur le deuxième match, ça reste une valeur sûre. Houssam Aouar, Patrice, c'est un joueur pétri de qualité, intrinsèquement, il peut faire des différences. Donc, est-ce que pour vous, Jamel Belmadi doit s'appuyer sur ce genre de joueur de qualité pour faire la différence lors de ce genre de match? Parce qu'on l'a vu, comme vous l'avez dit, il n'y a plus de petites équipes. Donc c'est la qualité individuelle qui peut faire la différence aujourd'hui? Bien sûr, il y a la qualité du joueur, il y a l'expérience du joueur, il a l'habitude. Même s'il découvre la CAN. Voilà, il découvre la CAN et les conditions spécifiques de la CAN, mais c'est un joueur d'expérience qui a joué au plus haut niveau. Et je pense que ce sont des joueurs, je pense que Jamel le gardait comme impact player, peut-être pour quand il rentre, peut-être faire la différence. Aujourd'hui, je pense qu'on peut lui donner sa chance de connaître le début d'un match à très haute intensité dans une CAN. Mais Mamar a dit quelque chose de très très intéressant, c'est que c'est vrai que cette équipe des Fennecs, ça insiste sur le côté gauche. Ouais. On voit un Youssef Belaïli qui est omniprésent, qui demande beaucoup de ballons. Et c'est vrai que je pense aussi
la possibilité à droite avec Marès, peut-être Attal qui peut un petit peu plus dédoubler, animer un petit peu ce couloir droit va donner beaucoup plus de possibilités d'équilibre et surtout fatiguer la défense adverse. Et quand ça vient des deux côtés, c'est toujours difficile, le bloc est toujours malmené. Et je pense que c'est un des travails sur lequel ils auront travaillé pour vraiment apporter plus de choix offensifs à cette équipe qui se crée beaucoup d'occasions, mais qui va plus fatiguer l'adversaire parce que le bloc va bouger. Et du coup, il y aura plus de possibilités de pénétrer l'axe si on arrive à faire bouger à gauche, à droite. Écarter un peu le bloc adverse. Exactement. Hakim Edden, vous qui étiez un joueur, on va dire, important, impactant à votre époque, vous créez des brèches, vous arriviez à trouver les solutions. Ma question, elle est simple. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, Riyad Mahrez a ce rôle de leader technique sur le terrain, parce qu'on l'a vu, c'est vrai qu'en présence et l'absence de Riyad Mahrez, ce n'est pas la même chose pour les adversaires. L'engouement, on le voit quand Riyad Mahrez arrive dans des pays en Afrique, tout le monde veut voir Riyad Mahrez, c'est la superstar de cette équipe. Mais est-ce que pour vous aujourd'hui, Jamel Belmadi doit refaire confiance à Riyad Mahrez? Oui, moi sincèrement, connaissant Riyad et connaissant la relation qu'il a dans le groupe et l'impact et la personnalité qu'il a, je pense que c'est un joueur qui est important dans le groupe. Maintenant, c'est vrai que tout le monde a vu que sur les 2 premiers matchs, il n'a pas été très bon, il faut l'avouer, mais son rôle dans le groupe, moi personnellement, je pense qu'il est important. D'ailleurs, on a vu ses coéquipiers qui ont fait des déclarations en le soutenant, mais je pense que dans le football, ça va très vite, ça va très très vite. Demain, il peut faire la différence et tout le monde aura totalement un autre avis. Maintenant, il y a une chose aussi que pour le match de demain, c'est un match important, mais on ne doit pas faire n'importe quoi. Sur le plan, parce qu'il faut un équilibre, il faut une organisation. On sait qu'on doit gagner ce match. Mais il faut rester lucide. Il faut rester lucide, il faut rester organisé, parce que quand on entend les gens, X doit jouer, Y doit jouer, on a l'impression qu'on doit jouer avec 7 attaquants. Ça sera du rugby, on jouera à 15. Voilà, mais c'est pour ça que je dis, on a la chance, une victoire nous permettra de passer peut-être en première position. Première position. Il faut être bien en place, il faut travailler, il faut être concentré, rien lâcher. Et avec les occasions, je pense, avec le contenu qu'on a donné jusqu'aujourd'hui sur les 2 matchs, on a la possibilité de gagner le match et de passer. Et il faut être surtout patient, parce qu'un match, ça dure 90 minutes et plus, et on l'a vu. C'est tout le mal qu'on souhaite aux hommes de Jamel Belmadi demain. Je rappelle, le match se jouera à 21h. Bonne chance aux hommes de Jamel Belmadi, à notre équipe nationale, et on espère qu'on ira au 2e tour pour effacer un peu l'échec de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, même si je ne veux pas y revenir. Messieurs, on va passer à un sujet, à un groupe, et pour moi c'est un sujet, c'est la question du jour, c'est le Sénégal. Est-ce que pour vous, c'est le favori numéro 1 de cette Coupe d'Afrique des Nations, au vu de ce qu'ils ont montré sur le premier tour et de ce qui a été fait bien avant? Je pose la question aux 3, donc c'est un débat ouvert, parce que vraiment, je voulais m'arrêter sur le Sénégal, parce qu'aujourd'hui c'est un modèle sur le continent. Donc est-ce que pour vous, ils viennent avec l'envie de garder ce trophée? Allez-y. C'est un modèle, parce que c'est une nation qui n'avait jamais rien gagné et pourtant avait toujours beaucoup d'espoir et montrait beaucoup de qualité. C'est un pays de football incroyable. C'est un exemple dans la durée et la continuité, avec un sélectionneur qui bosse depuis bientôt 10 ans. 8 ans. C'est ça. Il est venu en 2016. Bientôt 10 ans. Juste après Alain Giresse. Un potentiel joueur, un réservoir joueur incroyable. Et sur la dernière année, 2023, je crois qu'ils ont tout gagné. On en parlait en coulisses, la CAN U17, U17, le Tchad, le Beach, bien sûr la dernière CAN au Cameroun. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ils sont dans la continuité. C'est un pays qui se développe, ils ont un beau stade, ils se développent footballistiquement, ils se développent dans plein de choses. Et je dirais que oui, ils veulent aussi montrer qu'ils peuvent gagner 2 fois consécutivement, parce que sur les dernières éditions, à chaque fois, les champions sortaient prématurément. Donc ils ont bien démarré, on sent une équipe sereine. On sent des jeunes qui assument déjà des responsabilités. Le petit Lamine qui a gagné la CAN
avec U20. les jeunes U20, il a gagné le Chan, il a été meilleur joueur, je crois, espoir en France, avec Metz. Ouais. Et puis là, il a marqué 2 buts avec sa Pour son sélection. premier match. C'est incroyable, mais on sent une sélection sereine, mais qui se voit pas plus beau que ce qu'elle est. Elle travaille sur en question, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de travail. Donc c'est vrai que c'est la nation à surveiller forcément. Et si on doit prendre un exemple, c'est celle-ci. Mohamed? Comme il a dit M. Baumel, le Sénégal, c'est un modèle, mais c'est plus une constance, plus qu'autre chose, parce que depuis 2017, ils ont fait quart de finale, ils se sont fait sortir par le Cameroun, qui gagnait le tournoi plus tard. En 2019, ils nous jouent en finale, ils perdent. En 2021, ils remportent le titre. Ils font 2 finales de Cannes et 2 Coupes du Monde. Et 2 Coupes du Monde. Donc ils ont affiché une constance assez impressionnante. Et Aliou Cissé qui arrive à intégrer de nouveaux joueurs comme Camara et des joueurs du Chan. Donc il y a une certaine capacité à intégrer de nouveaux joueurs et faire en sorte qu'ils fondent dans un collectif. Le renouveau se fait très bien du côté du Sénégal. Ils fondent dans un collectif. C'est le point le plus important. Oui, Quand on prend Lamine Camara, il vient, il était... moi j'étais présent là au niveau de quand il y avait le Chan. Et le gars, il monte, il joue en équipe A. On a l'impression que ça fait 10 ans, qu'il joue. Et ça, c'est l'état d'esprit qui existe dans cette génération, dans cette sélection. Je pense que même sur les catégories, les jeunes catégories, on les voit, on voit ces jeunes-là qui sont heureux d'être ensemble. Ils ont des objectifs. La culture de la GAN actuellement, elle se trouve au Sénégal. C'est pour ça c'est vraiment le modèle à suivre aujourd'hui, Hakim. Bien sûr, comme a dit Patrice, c'est que je pense que le bon modèle actuellement, c'est le Sénégal. D'ailleurs, c'est une volonté politique. C'est l'État qui a mis en place des centres de formation. Oui. Mais si vous regardez bien, le Sénégal n'est pas présent à travers ses clubs en Afrique, mais la sélection, toutes catégories confondues, ils sont au rendez-vous. Bien sûr. Et le meilleur exemple, c'est Camara. Exactement. Ils l'ont mis à Metz, c'est pour prendre un peu mais ce n'est qu'une transition, il finira dans un grand club. Exactement. Après, on attendra de voir demain le Sénégal jouer dans le groupe C à 18h, juste avant l'Algérie. Je rappelle, l'Algérie qui jouera à 21h dans le groupe D, et il restera 2 autres groupes, messieurs. Tout est encore possible pour tout le monde. Même la Côte d'Ivoire qui vient de se prendre une raclée à domicile peut encore espérer se qualifier. Donc c'est vraiment ouvert à tous les pronostics, Patrice. Oui, je ne sais pas qui va gagner cette CAN, tout est possible. Mais c'est vrai que dans chaque groupe, toutes les nations, toutes les équipes souffrent à sortir des poules. C'est un spectacle. À chaque poule, on s'assoit, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà, s'il y a 2 exemples, on en parlait, il y a le Sénégal et le Maroc qui pour moi aussi est un exemple de réussite depuis quand même bientôt 10 ans dans le développement du football aussi au pays, avec bien sûr cette Coupe du Monde incroyable qu'ils ont pu faire. Et donc voilà, c'est, je dirais, les 2 nations qui pour moi sont un exemple et on doit tous s'inspirer de ça parce que pour avoir fait 4 ans, presque 5 au Maroc, on sent que c'est un pays qui s'est vraiment structuré, des stades, le centre technique Mohamed VI, et c'est pas pour rien. Je me souviens Fawzi Lekja qui disait je veux me préparer pour aller gagner la Coupe du Monde, et c'est ce qu'ils font aussi. Donc voilà, c'est 2 exemples. Mais c'est vrai que ce que j'aime dans le Sénégal, c'est ce mixage avec cette mixité de jeunes joueurs qui arrivent et qui sont complètement décomplexés, qui tentent des choses. Ils rentrent tout de suite dans le bain. Et qu'on dirait que ça fait 10 ans qu'ils jouent avec la sélection. Donc c'est incroyable. Sans complexe. Incroyable. Incroyable. Mohamed, est-ce que vous partagez l'avis sur le fait que ça soit vraiment un réservoir pour l'équipe A? C'est-à-dire que demain, Aliou Cissé n'a pas à se faire de soucis à aller chercher des joueurs alors qu'il a des joueurs sous la main, que ce soit en U17, U20 ou même en réserve pour l'équipe A'. Oui, après, on peut transposer ça sur l'Algérie qui a fait une finale du Chan 2023, mais qui n'a aucun joueur, à part Belaïd qui va jouer la CAN, mais qui n'a aucun joueur qui est parvenu à faire la transition entre l'équipe A et l'équipe A'. Donc il y a aussi peut-être un problème de management ou un problème de confiance pour mettre les joueurs en confiance et leur permettre d'intégrer l'équipe. On peut faire aussi le parallèle entre Amoura et Camara qui a fait le Chan, mais les 2, ils ont des destins un peu contradictoires. Merci beaucoup, Mohamed. C'est sur ces belles paroles qu'on va terminer cette émission. Ça passe très vite, messieurs, malheureusement. C'est un réel plaisir de parler football avec vous.
Patrice, merci beaucoup. Merci pour bon l'invitation. courage avec le mot. On n'a pas eu le Merci. temps de parler du Mouloudia. Je vous inviterai encore une Avec fois plaisir. après la CAN pour reparler du Mouloudia. Vous êtes en tête du championnat. On vous souhaite le meilleur. Merci. Le match prochain, Oran. c'est à Oran. Donc Tout à bon fait. courage Merci. à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec C'est plaisir. un réel plaisir. Merci beaucoup. Mohamed, merci encore une fois. Merci pour C'est gentil. l'invitation. Hakim, notre consultant, Merci, nous retrouve Mohamed. la semaine prochaine. Merci beaucoup. Inch'Allah. Toujours un plaisir, Hakim. Merci. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain, chers téléspectateurs. Je vous dis bonne soirée. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir. Restez fidèles au programme d'Al24 News et bon courage à l'Algérie. Et je rappelle le rendez-vous demain soir, 21h. Au revoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.